19h, Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité de ce jeudi, les élèves de BTS à l'épreuve dès 4h du matin. Une spécificité propre à certains territoires d'outre-mer, la faute aux sujets qui sont identiques à ceux de la métropole. Elle milite pour faire connaître un mal encore méconnu du grand public, l'endométriose. Lise Cato réalise une traversée entre Tahiti et Morée à la nage pour éveiller les consciences. Il crée à la surprise en 2017 en devenant le premier député indépendantiste élu de Polynésie grâce à une stratégie, moins de lutte frontale, plus de pédagogie et d'organisation rigoureuse et des vidéos pour toucher la population disséminée sur 118 îles. Ce djik assumé se représente pour un second mandat. Et après 3 ans d'absence, Sandra Leviagami veut porter ses ambitions au niveau national, celle qui souhaite plus d'autonomie juridique est notre invitée. À ses côtés, Nicole Sanquer, candidate à sa propre succession. Aussi, réforme de l'ITR, assouplissement des conditions d'accès au centre des intérêts matériels et moraux. Ce sont quelques actions qu'elle veut poursuivre. Et enfin, le sport pour lutter contre les pathologies chroniques, une pratique proposée par l'association Rahuea depuis 5 mois et elle connaît du succès. Y a-t-il une rupture d'égalité des chances entre les candidats de métropole et ceux des Outre-mer? Toujours est-il que les élèves de Polynésie, étudiants en 2e année de BTS, sont contraints de passer leurs examens à 4h du matin. 540 exactement en Polynésie étaient convoqués pour le dernier jour de session. Un sacrifice pour eux, mais la volonté de réussir est leur motivation. David Chang, Mirko Vanfo. 3h du matin, le réveil est difficile pour ces élèves de BTS informatique. Ce matin, ça va, j'ai dormi tôt. Sinon, disons qu'on n'a pas trop l'habitude de se lever à cette heure-là pour des examens. Mais sinon, ça va ce matin. T'as dormi à quelle heure hier? 20h, 19h environ. Il y a 5 classes, une par filière. Certains viennent en bus depuis la presqu'île et ont dû faire preuve d'une certaine rigueur pour que nuit blanche ne rime pas avec copie blanche. Je mettais mon réveil, je dormais tôt et je venais le matin à 2h. Donc ça fait plusieurs jours que tu te prépares alors? Ouais. Pour éviter le décalage? Oui. L'épreuve dure 4 heures. C'est la 4e et dernière évaluation écrite de ces 18 étudiants. Les sujets sont envoyés depuis la métropole et c'est au territoire ultramarin de s'adapter. Allez, retournez-vous. On n'a pas d'autre choix. Ce sont des épreuves qui ne peuvent pas être préparées sur le territoire. Et donc, c'est en même temps que les étudiants de métropole. La directrice d'établissement est aussi chef de centre d'examen. Elle doit s'assurer de la régularité des épreuves. Je suis responsable de la sécurité des sujets. Ils sont dans un coffre et je dois les apporter au début de l'épreuve. Je suis aussi chargée de les récupérer, de les mettre en sécurité et puis ensuite de les transmettre au bureau des examens pour la correction. Les épreuves orales vont débuter lundi matin. La première, une évaluation d'anglais et la deuxième, un entretien avec un professionnel. 2 tiers d'entre eux souhaitent ensuite s'orienter vers une licence en métropole. Plus de 1100 élèves polynésiens sont inscrits en BTS cette année et depuis 2016, le taux de réussite ne cesse d'augmenter, passant de près de 67% il y a 6 ans à plus de 91% l'an dernier. Le gouvernement poursuit ses prises de température dans les commerces et industries de la capitale. Édouard Fritsch, accompagné de quelques-uns de ses ministres, se sont rendus dans les ateliers de Faréouté. État des lieux, besoins, difficultés rencontrées, les professionnels ont pu les partager directement aux dirigeants du pays. Et alors que la crise a plombé les chiffres de l'emploi, le secteur manque visiblement de main-d'œuvre qualifiée et les formations au métier de la construction navale seraient inadaptées. Yan Xing, le président de STP Marine, nous en dit plus au micro de David Chang et Mirko Vanfo. Des difficultés au niveau recrutement. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de personnel qualifié. Et aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a quelques lacunes dans les formations qui sont délivrées, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'attend l'entreprise. Après, c'est sûr qu'il faut s'adapter, mais je pense qu'il y a moyen de faire des améliorations au niveau des formations sur le territoire. Ouais.
Et l'océan, toujours au centre des discussions du Blue Climate Summit. Après une immersion dans la culture à Rayatea, la délégation était à Taha. Comment préserver ce garde-à-manger et lutter contre le réchauffement climatique? Des questions auxquelles s'intéressent justement les porteurs de projets. Le reportage de Heidi Yanko. Une fenêtre de tir pour des projets de protection de l'océan, c'est ce que veut être le Blue Climate Summit. Optimiser les chances pour des projets étayés scientifiquement de trouver des investisseurs à la portée planétaire. Ici, on discute impact de l'activité minière sur le fond océanique ou encore capture des gaz à effet de serre dans des mangroves. Nous sommes différents des autres sommets dans le sens que les autres font blablabla. On parle beaucoup et c'est probablement parce qu'ils sont organisés par des gouvernements. Nous avons fait le choix d'inviter ici des gens qui font les choses, des activistes, des scientifiques, des gens qui, même s'ils peuvent avoir un lien avec un gouvernement, ont déjà des solutions, des projets qui peuvent être vite développés. Notre idée, c'est de leur donner l'opportunité de rencontrer ici de nouveaux partenaires afin que leurs projets aboutissent enfin. Beaucoup de gens se sont interrogés sur pourquoi tenir un tel sommet ici au milieu du Pacifique. Un choix assumé de l'organisation non seulement à cause de sa position géographique, mais surtout parce que le Fénois est un centre de la culture polynésienne. Si nous faisons des meetings à Paris, Berlin, New York et tous ces endroits où on a déjà fait des sommets sur le climat, les gens ne seront pas connectés à l'océan. Mais venir ici et être en immersion dans la culture polynésienne, qui a un profond sens de l'interconnexion et de la protection de l'océan, avec une connexion avec ses ancêtres et la volonté de devenir à son tour un ancêtre qui a légué un océan en bonne santé aux futures générations, le lien entre ciel, océan, terre et humain est profondément ancré dans la culture ici. C'est un super pouvoir alors que nous, ailleurs, nous avons quelque chose de cassé dans notre relationnel à la nature. Et nous sommes ici pour apprendre. Hier, ils ont pris conscience de l'équilibre atteint autrefois entre l'humain et la nature, un aspect qui a pris racine dans leur esprit et dont on espère tous qu'il portera ses fruits à l'échelle planétaire. Je rappelle que le Blue Climate Summit s'achève demain soir avec un grand concert d'artistes locaux et internationaux à Toata. Comme pour la protection de l'environnement, l'endométriose est un problème de société. Et pour sensibiliser les pouvoirs publics et les Polynésiens, une femme victime de la maladie, son nom Lise Cato, qui veut attirer les projecteurs pour se faire entendre. Et pour cela, elle réalisera une traversée Heitim Uria à la nage. Voici son portrait signé Chiquita Darouzès et Patrick Sing Sing. À 44 ans, Lise est sur le point de réaliser son rêve. Après 7 mois de préparation mentale surtout, elle peaufine les derniers points avec Hans qui va l'accompagner dans sa traversée vers Mooria. Elle se dit prête à affronter l'océan, cet inconnu sauvage. Ce que j'ai appris, moi, à être dans l'eau, c'est de pouvoir faire le lâcher-prise. Il faut à un moment donné savoir lâcher prise. Et ça, j'ai appris. J'ai appris à le faire et c'est ça, être en totale harmonie avec soi-même et avec aussi tous ces éléments, qui est l'eau. L'endométriose l'a touchée un jour, il y a 18 ans. Une maladie qui a affecté tous les pans de sa vie. En octobre dernier, elle a eu une révélation et se combat. Donc j'ai tenu à sensibiliser à ce sujet pour que la population polynésienne puisse aujourd'hui prendre conscience de cette réelle maladie, que nos acteurs de la santé, notre gouvernement, nos autorités, et voilà, pour qu'on puisse aujourd'hui en parler. Parce qu'en parler aujourd'hui de cette maladie, c'est aussi sauver quelqu'un. Mais son projet n'aurait pas pu se faire sans les précieux conseils d'Ismaël Houkena. Depuis janvier, il lui enseigne le dépassement de soi et la connexion aux éléments, aux âmes vivantes qu'elle va rencontrer. C'est un petit requin d'1 mètre, on commence déjà à paniquer. Hein? Une remonta ou une murène, on commence déjà à paniquer. Alors que ces animaux-là, ils viennent nous voir, ils viennent nous dire on vous soutient dans ce que vous faites. Hein? Et les animaux, ils veulent toujours nous apprendre à parler avec eux. Donc la connexion avec tous ces merveilles de l'univers. Son mari l'encourage depuis le début de cette aventure. À J-2 du départ, le stress se fait sentir. Ils ont fait des entraînements au Tautira, Fahiti, Taupo, Toahutu et puis Mara. Le jour J arrive dans 2 jours. Hein, je la soutiens dans ce qu'elle fait. Ouais.
Samedi, Lise et Hans quitteront la passe de Ta'apuna à 6 h du matin pour une traversée de 14 km vers la passe de Teruaupu à Haumi. Une action que nous suivrons avec attention, car rappelons tout de même qu'il aura fallu attendre 160 ans pour que la science s'intéresse à cette maladie qui fait souffrir une Polynésienne sur 5 et près de 2 millions de femmes en France. Et nous passons tout de suite à notre rubrique consacrée aux élections législatives. Il n'a jamais abandonné son dress code qu'il a réussi à imposer à l'Assemblée nationale. Moetai Broderson, indépendantiste convaincu, avait obtenu plus de 52% des voix en 2017. Fera-t-il le même exploit 5 ans plus tard? Candidat pour un second mandat, il souhaite pouvoir aller au bout de ses propositions. Son portrait est signé Marouki Djuri. Juin 2017, rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Au milieu des tailleurs et des costumes cravates, Moetai Broderson, l'indépendantiste, se différencie. Un peu plus tard, ses convictions l'amènent à siéger au sein du GDR, le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Un de ses premiers votes est en faveur du référendum en Calédonie. En 5 années de mandat, le polyautodidacte a pris la pleine mesure des responsabilités de député. Si on veut être honnête avec les gens, il faut leur dire que les décisions et les actions qu'on prend, nous, mettent beaucoup plus de temps à avoir des impacts dans la vie au quotidien. Le Tavini Huiraatira, la commune de Fa'a, l'Assemblée de Polynésie, le Palais Bourbon, l'ONU, Moetai Broderson est plongé depuis plus d'une vingtaine d'années dans la vie institutionnelle. Rien ne le prédestinait à une carrière politique. Lui, l'ancien conseiller d'Oscar Temaru, alors il tâche de rester authentique et de garder les pieds sur terre. Moi, ça m'apporte d'abord une grande joie, parce que c'est différent de l'action parlementaire, c'est différent de la politique, donc c'est relaxant. Connu dans les îles sous le vent, Moetai Broderson est aussi populaire à Fa'a, le fief du Tavini Huiraatira. 5 ans après avoir été l'outsider dans la 3e circonscription de Polynésie française, la stratégie politique de sa réélection est désormais différente, car oui, l'indépendantiste vise un second mandat. Le fait d'avoir un parlementaire national, ça te permet de mieux comprendre la perspective de Paris sur nous. Comprendre comment ils réfléchissent, comment ils prennent leurs décisions, pourquoi, tu vois, à certains moments, il y a des choses qui se passent, tu comprends mieux. Mais l'enfant de Huahine l'assure, il ne court pas après les mandats, il souhaite surtout poursuivre le travail parlementaire qu'il a entamé depuis 2017. Moetai Broderson qui sera opposé à 7 autres candidats que sont Gilles Tautou, John Tefon, Bernard Ter Ithei, Sylviane Ter Oatea, Nui Haulore, Tuter Eitumahai et enfin Jules Hawata. Et elle se lance dans la course pour la première fois. Sandra Manutei Leviagami Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie, la première ce soir. Sur un plan politique d'abord, vous voulez mettre fin au clivage. Lorsque vous étiez au Tahwir Huiraatira, vous ne teniez pas le même discours. Pourquoi faudrait-il vous croire aujourd'hui? Alors tout d'abord, je voudrais saluer tout le monde, et en particulier les électeurs de ma circonscription. En fait, vous savez, je pense que nous tous, on a pris la mesure de ce qui s'est passé pendant le Covid. Et je crois que depuis le Covid, on a compris tous qu'il fallait revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nous les Polynésiens, c'est nos familles. Et au final, je me suis aperçue qu'en sortant justement de ce monde politique, on arrive à mieux prendre conscience de ce qui s'est passé auparavant, tirer les leçons des erreurs passées également. Et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire développer notre pays pour les Polynésiens, par les Polynésiens, et dans l'intérêt des Polynésiens et des familles. Or, dans les systèmes politiques qu'on voit, qui sont mis en place, souvent les orientations, à un moment donné, se font par rapport au système, par rapport à un développement économique basé sur l'argent. Et moi, je pense vraiment, aux côtés d'André Tahimanarib, nous pensons tous les deux, nous sommes convaincus qu'il faut revenir à des choses vraies, à des choses essentielles et surtout à développer notre pays au service des familles, pas au service de l'argent et du système. Et donc au cœur de notre programme, il y a cette jeunesse. Je voyais tout à l'heure le reportage sur ces jeunes qui passent un examen au niveau national, un diplôme au niveau national à 4 heures du matin.
on a une loi qui a été votée en 2017 qui est sur l'égalité réelle outre-mer, qui est issue d'une directive de l'ONU qui va vers la suppression des discriminations, la suppression des inégalités, des injustices. C'est une injustice que nos gamins soient obligés de passer leur concours pour les mêmes diplômes qu'en France à des heures comme celle-là. C'est quelque chose que vous allez défendre si vous êtes élu demain? Je ramènerai les moyens en Polynésie, j'ai cette compétence en matière financière, j'irai négocier à Paris en collaboration avec le gouvernement actuel puisqu'il est encore en place en attendant le changement l'année prochaine. Sur votre programme aussi, pour quelqu'un qui se bat contre les violences faites aux femmes en tant que présidente de l'association Wahinoorama, c'est un sujet qui ne figure pas sur votre profession de foi. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est une priorité seconde au cas où vous seriez élu? Si tu as bien lu ma profession de foi, c'est la famille. Et mon combat a toujours été celui de la famille. Dans la famille, il y a la femme, il y a le mari, il y a les enfants. Et la famille a toujours été au cœur de nos interventions. Au niveau de Wahinoorama, au niveau de mon action politique, j'ai fait passer le texte contre les discriminations en matière de travail, contre le harcèlement au travail. Là, j'ai œuvré pour les familles. Et donc, je suis toujours dans cette dynamique, bien au contraire. Mais je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les choses. Il faut accompagner l'ensemble des familles. Oh, donc cela fait partie donc, de la famille, c'est dans la continuité. Tout à fait. Vous demandez aussi plus d'autonomie juridique. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Alors en fait, il faut savoir que nos délibérations à l'Assemblée de la Polynésie française ont une valeur réglementaire, elles n'ont pas une valeur législative. Et donc je souhaite donner force de loi à tous les actes qui vont être pris à l'Assemblée de la Polynésie française, au même titre que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, pour que le juge qui jugera la régularité de nos actes soit le Conseil constitutionnel et non le Conseil d'État. Merci beaucoup Sandra Manouté-Leviagami d'avoir été notre invitée ce soir. Et nous poursuivons avec ces réactions de citoyens. Pouvoir d'achat, environnement, ce sont quelques sujets sur lesquels les habitants veulent que les députés élus interviennent. Réaction recueillie par Stéphane Ratino et Patita Savia. Le coût de la vie est cher maintenant, on est d'accord. Il est vraiment cher en ce moment et c'est vraiment dur pour certaines familles, donc du coup il faut bouger. Ouais. Il faut le coup de pouce, il faut que l'État aide. Voilà, exactement. Mais on aimerait bien que l'État aussi investisse, aide aussi les pêcheurs. Comme les tonniers, l'État les aide aussi, comme par les petits malades. Il y a plusieurs choses à faire et à mettre en place ici. Pour les jeunes d'abord, parce que c'est l'avenir de demain. L'écologie, parce que ça nous touche, vu le blue climate qu'il y a en ce moment. Sur la pollution surtout, quoi. Moi, vu que je suis surfeur, je surfe tout le temps à Tahapuna et toutes les sessions que je vois, il y a tout le temps des bouteilles plastiques qui sont là, plein de déchets. Il y a un moment, on se rend compte des trucs, quoi. Ça veut dire que pour ton premier vote, tu vas réfléchir à la question sur l'environnement, l'océan. De toute façon, c'est toujours le premier choix que je fais. Et elle fait partie des députés qui ont voté pour le projet de loi inscrivant la préservation de l'environnement dans la Constitution. Comme ses collègues Moïté Broderson et Maïna Sage, nous recevons à présent Nicole Sanker. Yarana. Bonsoir Ayata et bonsoir à tous les Polynésiennes et les Polynésiens qui nous regardent ce soir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous avez été élu avec 64% des suffrages en 2017. À cette époque, vous étiez investi par le Tapurahuir Atira. Pensez-vous sincèrement aujourd'hui avoir constitué une base électorale solide pour pouvoir être réélu ? Alors, ça fait 2 ans, évidemment, depuis mon départ du Tapura, que nous sillonnons les îles et les communes avec mes 2 collègues, Nuihaulore et Tavanamakemo. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on a réussi à créer un nouveau mouvement politique à Ahirea Porinetia avec un congrès qui a réuni plus de 800 personnes. Nous comptons plus de 4000 adhésions au parti Ahirea Porinetia. Et c'est vrai que nous attendons les résultats de ces élections pour avoir une première base chiffrée. Et vous avez, donc vous venez de le dire, démissionné du Tapurahuir Atira il y a 2 ans parce que vous n'étiez plus en phase avec la majorité, mais vous aviez été élu grâce aux voix du parti. Est-ce que cela n'aurait pas été plus honnête de rendre votre siège ? Non, je ne pense pas. Je remercie le Tapura de m'avoir donné cette occasion. Mais vous savez, à chaque élection où je me suis présentée, j'ai fait campagne. J'ai fait du terrain
concernant la campagne législative, j'étais ministre de l'Éducation à l'époque, j'avais un bon bilan et j'ai toujours été sur le terrain pour convaincre les personnes de voter pour moi. Donc j'avais un message à faire passer. J'avais surtout ensuite, après mon départ du Tapura, je suis partie parce que les engagements n'ont pas été tenus de la campagne de 2018. Et je voulais être cette voix qui rappelle au Tapura les engagements pris devant la population. Donc c'est ce que je fais depuis 2 ans. Et vous faites, vous aussi, comme votre collègue Moetei Broderson, partie des 150 députés les moins actifs, avec 63 semaines d'activité sur 49 mois, selon le site nosdéputés.fr. Mais pour vous, votre bilan ne peut pas être limité à ces seules statistiques. Justement, est-ce que cela ne pose pas là un défaut flagrant du cumul des mandats ? Non, pas du tout, parce que je pense que c'est une méconnaissance aussi du travail de député. Député.fr, en fait, produit des statistiques sur votre présence dans l'hémicycle. Mais très vite, vous comprenez, quand vous êtes député, que ce n'est pas à l'Assemblée que vous allez faire avancer vos dossiers. C'est tout un travail de lobbying, de réseau, de rencontres avec les ministères et puis les services de l'État. Et puis, vous avez un gros travail aussi de circonscription à mener. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de cumul de mandats, sachant en plus qu'au niveau de l'Assemblée nationale, seuls 5% des textes votés concernent le Pacifique. Donc, non, c'est une question d'organisation. Et n'oublions pas que ce mandat a été perturbé par le Covid. Et pendant à peu près 2 ans, nous avions des difficultés de nous y rendre. Et si vous êtes élu député, est-ce que vous allez démissionner de votre poste de représentante à l'Assemblée? Ou du moins, est-ce que vous n'allez pas vous représenter en 2023? Non, alors il n'y a aucun problème d'incompatibilité entre parlementaires et représentants à l'Assemblée de Polynésie française. Et je dirais même que c'est complémentaire. Parce que quand vous ne faites pas partie de la majorité, vous pouvez suivre les dossiers que le gouvernement présente à Paris grâce à votre présence à l'Assemblée de Polynésie française. Donc, c'est 2 postes totalement complémentaires pour le travail. Très rapidement, selon un autre site de vulgarisation parlementaire, datan.fr, qui est un outil indépendant visant à mieux rendre compte de l'activité parlementaire des députés, vous êtes plus proche de la majorité présidentielle en votant comme la majorité présidentielle dans 52% des cas. À côté de cela, vous parrainez Marine Le Pen en avril. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que ce sont des défaut de parcours ou pour vous c'est normal? Non, c'est 2 choses complètement différentes. Je siégeais au groupe de l'UDI, nous ne faisions pas partie de la majorité présidentielle, mais nous étions une opposition constructive. Donc nos votes, si c'était favorable à la population et si nous étions en accord, nous votions pour. Et si la majorité adoptait nos amendements, nous votions pour. Concernant le parrainage de Marine Le Pen, nous avons eu une consigne au niveau du groupe UDI d'aider les candidats et c'est pour ça que mon choix s'est porté sur Marine Le Pen parce que j'estimais qu'elle méritait de courir pour les présidentielles. Merci beaucoup Nicole Sonker pour toutes ces explications et merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et dans cette circonscription, ils sont 10 à prétendre au mandat de député face à nos 2 invités, Éric Zani, Jonathan Tariha, Charles Adjé, Steve Chayou, Tati Salmon, Pamela Otsenasek, Paul Bontour et enfin Tepuaror Iter Ithei. Et c'est ainsi que nous refermons cette rubrique. À Ouapou, le collège aide les élèves à préparer leur futur parcours pédagogique. L'établissement a tenu son forum des métiers. Des professionnels issus de corps de métiers différents sont intervenus auprès des classes d'orientation et de 4e. Ces derniers ont pu en apprendre plus sur des professions aussi diverses que banquiers, sculpteurs ou encore métiers du secteur médico-social. Une rencontre qui a permis aux collégiens d'avoir des réponses concrètes aux questions qu'ils se posent sur leur futur métier. C'est essentiel, dit le principal Hervé Augier à Lionel Tehamwana. Rencontrer des professionnels, c'est essentiel pour bâtir un projet, se confronter à ce qu'est le milieu professionnel par un dialogue avec des professionnels de Lille. Ils sont là et ils reçoivent les élèves pour parler de leur parcours
personnel à eux, comment ils sont arrivés à ce métier, comment ils le développent dans l'île et voilà, quelles sont les qualités qui sont requises pour chacun de leurs métiers respectifs. Et ils seront peut-être les futurs athlètes handisport de Polynésie. 88 nageurs, enfants et adultes des différents centres d'accueil pour personnes en situation de handicap ont participé à un challenge, une course amicale de 25 mètres. Cette séance a permis aux enfants de sortir de leur quotidien le temps de quelques brasses. Dans les gradins, les supporters donnaient de la voix. Les encouragements leur ont donné la force de se surpasser à des défis qui leur permettent d'avoir de la confiance en soi, selon Alain Barrère, le directeur de la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport. Il l'a dit à Hubert Liao. Ça apporte tout. Pour ce genre de personnes, c'est d'abord la valeur, la confiance en soi, la performance, parce que ça n'a pas l'air, mais ce sont des performances. Il faut dire aussi que ça touche plusieurs types de handicaps, handicap physique, sensoriel, mental et psychique. Il y a 88 nageurs ce matin, donc c'est quand même assez exceptionnel. C'est aussi la possibilité de venir sur la piscine et sur les sites de Taïna et de Pater pour toute l'année, pour pratiquer cette activité, pour à la fin finir pour concrétiser un challenge natation et qui se passe toujours bien, voire peut-être pour les prochains Jeux, préparer les futurs athlètes. Ils veulent lutter contre la sédentarité et favoriser la pratique d'un sport. Ce sont les professeurs d'EPS du lycée Saint-Joseph de Punaouia qui ont organisé une journée dédiée aux arts martiaux. Au programme Aikido et Boxe Thaï, un événement qui est coordonné chaque année par l'établissement scolaire avec à chaque fois un thème précis. La directrice déléguée aux formations répond à Patrick Sing Sing. L'idée, c'est de leur montrer qu'il y a autre chose, leur montrer un autre sport. Là, c'est un art martial japonais. Et puis aussi, l'idée, c'est que l'année prochaine, on souhaiterait ouvrir un mini-club au lycée d'aïkido sur le temps de la pause de midi à 1h. Donc, c'est proposer autre chose aux jeunes et c'est aussi leur apprendre une certaine éthique, un comportement à avoir, que ce soit ici sur un tatami, mais aussi pour en transférer sur les cours, pendant les cours. Enfin, un programme de sport adapté pour les personnes souffrant de maladies chroniques. C'est ce que propose l'association Rahuia aux habitants de la presqu'île. Depuis le mois de janvier, 20 patients se retrouvent 3 fois par semaine pour des sessions sportives d'1 heure. Et parce que le sport et la nutrition sont un duo indissociable, ils bénéficient également d'un accompagnement nutritionnel. Le reportage de Kaline Liénard et Nicolas Suire. Alors maintenant, on va faire le muscle antagoniste du triceps. Les biceps. Ouais, c'est bien. Le sport prescrit comme un médicament à ces personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou le BPCO. Grâce à une ordonnance de leur médecin traitant, ces patients bénéficient de séances de sports adaptées à leurs conditions physiques. Il faut prendre soin de notre corps parce que nos membres sont importants. Parce que le diabète, c'est vrai qu'on ne voit pas. Mais au fil du temps, on atterrit à l'hôpital. Des fois, on perd un membre. Et moi, physiquement, je suis bien maintenant. Il y a la santé, on peut dire un peu la jeunesse qui revient. La finalité, bien sûr, c'est que ces personnes, au bout de 6 mois, elles soient autonomes et qu'elles puissent réintégrer des filières sportives au niveau des associations sportives. Un objectif sur le long terme, donc, qui passe aussi par la nutrition. Pour cela, les patients rencontrent leur médecin 1 fois par mois. Et aujourd'hui, une diététicienne de la direction de la santé est venue répondre à leurs questions. Effectivement, tu peux te faire plaisir en mangeant équilibré. T'es pas convaincant. Le dimanche, avec le Avec ma femme, nous avons vu les améliorations au fur et à mesure des semaines. Notre taux d'insuline est en baisse et je n'éprouve plus d'envie de me jeter sur les boissons sucrées. On a vraiment des patients pour qui il y a des super résultats, c'est-à-dire en termes de perte de poids, on va dire dans les 3-4 kilos depuis 5 mois. Et pour les diabétiques aussi, qui équilibrent leur diabète en quelques mois, alors qu'ils étaient vraiment déséquilibrés. Ce programme d'activités physiques adaptées se poursuit jusqu'au mois de juin. Ces patients pourront ensuite intégrer des cours de karaté ou de natation dispensés sur la presqu'île.
l'information principale de ce journal. 540 étudiants de BTS ont passé leurs dernières épreuves écrites aujourd'hui, convoqués à 4 heures du matin pour réaliser l'examen en même temps que les élèves de métropole. Après toutes ces années, les étudiants ultramarins sont toujours contraints de s'adapter au calendrier de l'Hexagone. Demain, Anitou Heyavam Eirou, la présidente de l'association SOS Suicide, sera l'invitée café de votre matinale radio. Elle nous présentera la semaine du bien-être qui se tiendra du 21 au 29 mai dans les jardins de la mairie de Pirée. Et Tahiti Info fait sa une sur ce projet de la commune de Mahina, Vénus pour vos noces. À suivre sur votre antenne, de nouvelles histoires de familles polynésiennes avec Pa'waura, puis 2 épisodes de la série Good Doctor. Merci pour votre fidélité. Maruki Duri prend les commandes de vos journaux dès demain. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous retrouve lundi avec plaisir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.